Bonjour tout le monde. Je voulais juste faire un petit mot de présentation, là, vu qu'on collabore avec Centro pour la présentation d'aujourd'hui. Et donc, en fait, comme plusieurs d'entre vous le savez, depuis 2009, en fait, il y a des projets d'acquisition de connaissances sur les eaux souterraines au Québec. Donc, voici la carte de la couverture des projets de recherche. Donc, en orange, c'est ceux qui ont déjà été couverts et en rouge, c'est ceux qui sont en cours. Donc, le RQES a eu l'occasion, à travers différentes phases, dans le fond, de faire des ateliers de transfert et d'échange de connaissances pour les projets PACES dans toutes les régions qui sont couvertes. Donc, et malgré ces ateliers, force est de constater que les acteurs du territoire ont besoin d'accompagnement pour vraiment concrètement intégrer l'eau souterraine dans l'aménagement du territoire. Et il y a cette initiative finalement dans le PACES en cours qui est en Estrie avec l'équipe de l'INRS et les étudiants, donc Renaud et Jimmy, qui ont fait des projets spécifiques dans le cadre de ce PACES pour finalement développer une démarche pour intégrer l'eau souterraine en aménagement du territoire. Donc, le RQES cherche toujours à continuer à valoriser les données PACES pour l'intégration de l'eau souterraine en aménagement du territoire et souhaite d'ailleurs s'inspirer des travaux de Renaud et Jimmy pour la suite de ces activités. Et donc, nous espérons pouvoir finalement reproduire leur démarche dans d'autres régions PACES et accompagner les acteurs dans l'ensemble du territoire du Québec pour ce faire. Donc, je laisse la parole à nos présentateurs d'aujourd'hui et vous remercie pour votre intérêt. Merci Myriam. Bienvenue à tous et à toutes. Donc, la présentation, en fait, s'intitule « L'accompagnement des acteurs, une solution pour rendre des connaissances sur les eaux souterraines utiles et utilisables dans la planification territoriale ». Donc, le plan de la présentation va aller comme suit. On va commencer avec le contexte historique. On va enchaîner avec l'historique des efforts de transfert des connaissances. Ensuite, on va aborder le contexte des travaux de recherche en Estrie. On va y aller avec la démarche d'implication des acteurs de l'eau. Ensuite, Jimmy va aborder l'intégration des connaissances en aménagement. On va y aller de constats sur l'intégration des connaissances, de recommandations, et on va terminer avec les prochaines étapes pour l'intégration des eaux souterraines. Donc, au niveau du contexte historique, on peut souligner qu'en 1995, il y a eu l'amorce de projets régionaux de cartographie régionale. Donc, en 1999, il y a eu une consultation du BAP sur la gestion de l'eau au Québec, qui a notamment fait la recommandation de réaliser un programme systématique de cartographie hydrogéologique. En 2002, il y a eu la politique nationale de l'eau qui proposait une gestion intégrée de l'eau par bassin versant. Aussi, le gouvernement prend l'engagement à cette époque de réaliser un programme de cartographie hydrogéologique tel que recommandé par le BAP en 1999. En 2009, la loi sur l'eau reconnaît le caractère collectif de l'eau. C'est aussi le début du programme des projets PACES. En 2011, on assiste à la création du réseau québécois sur les eaux souterraines. En 2014, c'est l'entrée en vigueur du règlement sur le prélèvement des eaux et leur protection, qui comporte notamment en fait des mécanismes de protection pour les sources d'eau municipales. En 2018, c'est le début de la dernière phase des projets PACES, dont notamment le projet PACES Estrie, dont on va vous parler aujourd'hui. Puis en 2022, en fait, le PACES va avoir atteint en fait, son objectif de cartographier pratiquement toute la partie habitée du sud du Québec. Donc, depuis les débuts du programme PACES, des efforts ont été déployés pour transférer les connaissances scientifiques aux divers acteurs régionaux, comme entre autres les OBV, les MRC et aussi les municipalités. Donc, le but visé est vraiment de vulgariser les concepts reliés aux eaux souterraines aux acteurs
afin qu'ils prennent conscience, en fait, des pressions qui s'exercent sur la ressource, mais aussi qu'ils aient des outils pour les aider à protéger la ressource. Donc, c'est dans cet esprit-là que le RQES donne une série d'ateliers thématiques de transfert des connaissances aux acteurs de l'eau dans les diverses régions où des projets PACES ont lieu. Donc, il faut aussi mentionner que les livrables PACES incluent une version simplifiée des rapports, des indicateurs de gestion durable et aussi un atlas hydrogéologique. Donc, enfin, il faut aussi mentionner ou souligner l'apport des travaux de recherche qui se sont greffés à des projets PACES depuis presque une dizaine d'années maintenant pour explorer les différents processus de transfert des connaissances et aussi pour développer des outils informatiques d'aide à la décision. Donc, les travaux de recherche qu'on vous présente aujourd'hui font partie de nos projets de maîtrise en aménagement du territoire à l'Université Laval. Les travaux portent sur le bassin Sistri, comme je le disais. La région d'études couvre environ 11 000 km². Elle couvre en fait la majorité du bassin versant de la rivière Saint-François et aussi la partie sud du bassin versant de la rivière Chaudière. Donc, la question qui constituait le point de départ de notre recherche était la suivante. Même s'il y a eu autant d'efforts qui ont été déployés pour un transfert des connaissances depuis le début des années 2010, pourquoi les eaux souterraines sont si peu considérées dans les plans directeurs de l'eau, des OBV et aussi dans les schémas d'aménagement des MRC? Donc, notre revue littérature pointait notamment sur le besoin d'un transfert de connaissances, mais aussi sur le besoin d'échanger avec les acteurs pour leur permettre de s'approprier les concepts reliés à la protection des eaux souterraines. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'on s'est donné comme objectif de développer une démarche d'implication des acteurs pour élaborer un plan d'action sur les eaux souterraines. Donc, le plan d'action pourrait ensuite être utilisé comme outil de mobilisation par les OBV, COGESAF et COBARIC. Donc, voici un aperçu schématisé de la démarche qu'on a utilisée pour impliquer les acteurs. Donc, la phase 1 consistait à développer une démarche ou une stratégie permettant d'engager directement ou activement les acteurs de l'eau dans un processus collaboratif, alors que la phase 2 consistait à mettre en œuvre le processus collaboratif lui-même. Donc, la première étape du développement visait à obtenir un état des lieux sur les besoins et sur les ressources nécessaires au niveau régional pour faire une gestion durable des eaux souterraines. Puis, pour y arriver, en fait, on a fait 17 entrevues semi-dirigées auprès de soit de municipalités ou de MRC. La deuxième étape consistait à sélectionner des enjeux prioritaires régionaux qui coïncidaient avec les préoccupations des acteurs. Donc, la sélection des enjeux s'est faite en se basant sur les résultats d'un atelier du RQS qui avait déjà eu lieu et qui portait justement sur les préoccupations des acteurs. La troisième étape consistait à identifier les acteurs clés par rapport aux enjeux, c'est-à-dire ceux dont les rôles et responsabilités correspondent avec les enjeux, et aussi, en même temps, en fait, ceux qui exercent un maximum d'influence sur d'autres acteurs. La quatrième étape visait à déterminer l'approche d'implication des acteurs. Le choix du mode d'implication s'est porté sur des ateliers de type collaboratif pour maximiser les échanges entre les acteurs et l'équipe de recherche. À cette étape, on a aussi développé des indicateurs de gestion durable des eaux souterraines pour faciliter la compréhension des concepts d'eau souterraine. Dans les prochaines diapos, on va aborder la mise en œuvre de la démarche. Donc, la première partie de la mise en œuvre consistait à réaliser 3 ateliers collaboratifs avec pour objectif d'identifier des actions envisageables pour le plan d'action. Le premier atelier a été réalisé avec des représentants du CIUS, du MELCC et des OBV, autour de l'enjeu de l'arsenic et du manganèse d'origine naturelle en lien avec la présence de puits privés.
Les ateliers 2 et 3 ont mis l'accent sur les impacts des pratiques agricoles dans les zones de recharge des eaux souterraines, toujours en lien avec les puits privés. L'atelier 2 a eu lieu en compagnie de représentants des MRC, de l'UPA et des OBV, tandis que l'atelier 3 regroupait divers intervenants du secteur agricole, dont l'UPA, l'IRDA et le MAPAC. Au cours des ateliers 1, 2 et 3, les échanges entre les participants ont fait ressortir parfois des actions envisageables, mais le plus souvent, en fait, des constats sur la gestion actuelle des eaux souterraines, comme par exemple le manque d'outils cartographiques adaptés aux besoins des utilisateurs ou encore le besoin d'instaurer un suivi de la qualité de l'eau souterraine. Donc, les 3 ateliers ont donné lieu à beaucoup d'échanges entre les participants. Après chaque atelier, on a fait la synthèse et une analyse de l'information qu'on a soumis aux participants pour commentaires. Puis, une fois que l'ensemble des ateliers, que les 3 ateliers ont été complétés, l'équipe a repris l'ensemble des constats et actions pour rédiger une ébauche du plan d'action. La deuxième partie de la mise en œuvre consistait à réaliser un atelier de validation du plan d'action. À cet atelier, on a invité les participants des ateliers 1, 2, 3 précédents et aussi des représentants municipaux. Quelques jours avant l'atelier, on leur avait transmis une copie de l'ébauche pour qu'ils puissent en prendre connaissance. Puis, l'atelier, en fait, s'est déroulé en 3 parties. Ça a commencé par un retour sur les enjeux et une présentation de l'ébauche du plan d'action. Ensuite, on a fait une validation des actions. Et enfin, on a fait un résumé des commentaires de validation en grand groupe. Donc, pour la partie validation des actions, les participants devaient discuter en sous-groupe autour de 4 questions. Donc, on leur demandait, entre autres, quels éléments pourraient faciliter ou bloquer la mise en œuvre d'une action ou encore quels acteurs devaient réaliser cette action. L'atelier a permis aux participants d'émettre de nombreux commentaires qu'on a aussi analysés suite à l'atelier. Le résultat de tout ça, les actions comme telles n'ont pas beaucoup changé par rapport à l'ébauche. Par contre, l'ajout de commentaires provenant de l'atelier de validation a permis, selon nous, d'améliorer la compréhension du plan d'action. Donc, au final, le plan d'action révisé comporte 8 actions, accompagnées des étapes préalables de mise en œuvre, des acteurs pressentis et aussi d'explications permettant de contextualiser les actions. Donc, les actions abordent les thèmes suivants: le transfert des connaissances, la sensibilisation et l'accompagnement des acteurs, les mesures de protection des eaux souterraines et enfin l'acquisition de données de terrain. Donc, je vais conclure ma partie de la présentation en soulignant en fait la portée de notre démarche et aussi ses limites dans le contexte de rendre les eaux souterraines plus utiles dans la planification territoriale. Donc, une des forces, selon nous, de la démarche, c'est qu'elle permet d'engager directement les acteurs dans l'élaboration d'un plan d'action, et ça, même s'ils ne maîtrisent pas complètement les notions d'eau souterraine. Rappelons que le plan d'action est un outil central qui est utilisé par les OBV pour mobiliser les acteurs. Donc, la démarche vise une appropriation des enjeux en misant d'une part sur les préoccupations des acteurs, sur leur intérêt et leur influence, sur une approche collaborative et sur des outils facilitant la compréhension des enjeux. Donc, on pense que la démarche peut servir de modèle pour mobiliser les acteurs dans d'autres régions du Québec, notamment celles où des projets PACES ont été réalisés. Donc, par contre, la limite, en fait, c'est que la démarche ne va pas assez en profondeur pour permettre aux aménagistes de transposer ou traduire, si vous voulez, les connaissances acquises en mesure d'aménagement du territoire. Je vais donc passer la parole à Jimmy qui va vous expliquer comment l'équipe s'y est prise pour y arriver justement. Merci, Renaud. Donc, comme mon collègue a présenté
avant. Donc, on passe vers l'intégration des connaissances sur l'eau souterraine en aménagement du territoire. Une des premières étapes qui est à prendre en considération, c'est au niveau de l'échelle d'étude. Comme vous remarquez sur la carte, on change, au lieu d'un bassin versant, on passe à la taille des MRC. Aussi, l'objectif principal de mes travaux, ça a été d'assurer l'intégration dans les schémas d'aménagement et de développement. Donc, une première phase au début du projet, on voulait savoir, c'était connaître la situation actuelle des contraintes et des besoins au début du projet. Donc, une des principales contraintes qui a été ressortie, on a retrouvé que la maîtrise des connaissances sur l'eau souterraine demeurait complexe. Par la suite, on avait retrouvé que la résolution spatiale et délivrable n'était pas appropriée pour l'aménagement du territoire. Aussi, dessus d'autres enjeux, au niveau des principaux besoins, on retrouve un sommaire plus accessible des rapports PACES que les acteurs souhaiteraient. Ensuite, on avait aussi un besoin d'avoir une grille de compatibilité des usages pour l'eau souterraine. Donc, tous ces volets-là ont été exprimés, puis ça nous a donné des pistes à considérer pour la suite de nos travaux. Ensuite, au niveau des cartes d'intérêt pour l'aménagement du territoire qui sont pertinentes parmi une multitude de cartes, le PACES fournit plus ou moins 28 cartes par projet selon les régions. Puis, on peut retrouver, juste pour donner quelques exemples, la carte de l'épaisseur des dépôts, on peut retrouver la carte de pédologie, la carte de la couverture végétale, mais au final, lesquels choisir, lesquels qui peuvent être pertinents à l'aménagement du territoire, on ne sait plus trop où se donner. Donc, on s'est posé la question, qu'est-ce qui est pertinent à l'aménagement du territoire? Puis, on en a ressorti 8 cartes sur les 28 qui étaient essentielles pour l'aménagement du territoire. Donc, d'abord, on retrouve la carte de piézométrie, la densité des puits, confinement de l'aquifère rocheux, l'arsenic, le manganèse. Ensuite, on a l'occupation du sol, la recharge et l'indice de vulnérabilité terrestre. Mais en plus de ces cartes-là, donc on a décidé aussi dans le projet de créer des cartes supplémentaires pour avoir une meilleure précision du travail. Donc, on a créé une carte sur la pression des usages. On a créé une carte des zones de recharge à protéger et une carte synthèse. Puis la carte des zones de recharge à protéger, c'est une des cartes qui est très importante pour le rôle de l'aménagement du territoire. Donc, au niveau, le rôle de l'aménagement du territoire, c'est un rôle de premier plan. Il est essentiel pour faire de la protection des zones de recharge sur la protection des zones de recharge, qui est à un niveau régional des MRC. Puis par la suite aussi, l'aménagement a un rôle à jouer sur la protection des sources d'eau potable, qui est plutôt un rôle municipal. Ensuite, les outils qui peuvent être utilisés sur différentes échelles. Donc, on retrouve les orientations gouvernementales d'aménagement du territoire qui sont dictées par le gouvernement. Ensuite, on a le schéma d'aménagement et de développement, que c'est le plan des MRC. Puis après ça, on finit avec le plan d'urbanisme au niveau municipal. Ensuite, il y a quelques règlements. Les règlements actuels ne permettent pas d'avoir vraiment que ce soit qu'on puisse protéger les zones de recharge. Donc, comme ils ne sont pas vraiment adaptés, on a réussi à en ressortir quelques-uns qui pourraient être pertinents. Puis, je vous en présente juste quelques exemples. Donc, au niveau des règlements normatifs, on retrouve le règlement de zonage. Au niveau du règlement, des règlements discrétionnaires, on peut utiliser le règlement des plans d'aménagement d'ensemble ou les règlements sur les plans d'implantation et d'intégration architecturale. Mais, oups, désolé, j'ai accroché ma roulette. Un des volets qui sont importants, c'est qu'au niveau de la protection des zones de recharge, c'est qu'on utilise des réglementations discrétionnaires, étant donné que l'eau souterraine, c'est très complexe à analyser, puis ça varie énormément sur un territoire. Par la suite, maintenant, on a, par exemple, j'ai présenté un peu des situations, on a des cartes de pression, on a l'indice de vulnérabilité qui a été produit par les projets PACES. Mais comment on fait pour cibler un territoire qui pourrait être représenté tout en rouge? Il y a un processus de priorisation qui a été développé dans les zones de recharge à protéger. Comme vous pouvez voir sur la figure
ici. Donc, il y a l'axe A qui met l'évidence de la dégradation de l'eau, de la qualité de l'eau souterraine. Puis après ça, on a un axe B qui est l'importance de l'usage sur les eaux souterraines. Avec ces deux axes-là, qu'est-ce que ça nous permet de faire? C'est qu'on établit un niveau, 9 niveaux de priorisation, de très faible à très élevé. Puis, concrètement, sur une carte, qu'est-ce que ça représente? Bien, on retrouve différents cercles, ellipses, avec des traits de différentes épaisseurs qui représentent le niveau de priorisation à apporter. Donc, sur un même territoire, bien, on a des zones qui sont plus prioritaires pour aider les décideurs à agir sur le territoire pour la protection des zones de recharge. Donc, grâce à les rapports PACES, ben, on a une multitude d'informations, puis je vais vous présenter un peu les constats de l'intégration des connaissances à la suite des travaux. Donc, d'abord, on a eu les connaissances scientifiques sur le terrain pour collecter la donnée, comment aller notre eau souterraine. Ensuite, on a eu un transfert des connaissances qui a été mené par le réseau RQES. Par la suite, durant nos travaux, on a découvert que l'accompagnement était un élément vraiment clé qui va nous permettre de faire une intégration dans les schémas d'aménagement. Autant que ce soit les schémas d'aménagement au niveau des MRC ou que ce soit dans les PDA aussi, l'accompagnement a vraiment un rôle clé dans le processus. Toutefois, un des éléments, donc on a les connaissances qui ont été acquises, le transfert des connaissances et échanges a été réalisé, l'accompagnement aussi, mais au niveau des orientations gouvernementales, il n'y a pas de mesures qui sont présentement faites. Donc, qu'est-ce que ça fait? C'est que l'intégration, elle peut être que partielle parce que l'orientation gouvernementale va aider pour donner une vision, une harmonisation, une légitimité de la gestion en eau qui peut, après ça, prendre forme sous forme de programme, de subvention, d'aide pour réaliser ce processus-là d'intégration. Au niveau, on a eu, à la somme de nos deux projets, quelques recommandations. Je vais seulement nommer les catégories. À la fin, vous allez avoir, je vais faire rien comme petit... il y aura du complément à la fin de la présentation qui va être partagé par la suite. Donc, au niveau des catégories qui ont été ressorties, on retrouve le transfert le transfert et les échanges de connaissances, la sensibilisation, la gouvernance, les incitatifs financiers, puis on termine avec les enjeux et les suivis des enjeux régionaux. Par la suite, pour les prochaines étapes pour l'intégration des eaux souterraines en aménagement du territoire, bien, on en a ressorti quelques-uns qui pourraient être intéressants, dont implanter une orientation gouvernementale en aménagement du territoire, de gestion intégrée en bassin versant. Par la suite, de développer un plan d'action sur les eaux souterraines dans chaque région du Québec et finalement d'intégrer les eaux souterraines dans les schémas d'aménagement et de développement. Donc, l'équipe aussi qui participait à ces travaux-là, donc il y a Roxane Lavoie, René Lefebvre et Julie Grenier. Donc, je vous remercie de nous avoir écoutés, puis bien hâte d'avoir vos questions. Donc, les références qui ont été utilisées et qu'est-ce que je disais un petit peu plus tôt au niveau des réglementations qui sont un petit peu plus détaillées. Merci.